Bonjour mes amis, je m'appelle Aïda, je suis guide francophone de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, on va vous montrer une visite guidée des lieux insolites. C'est une visite qui s'appelle Saint-Pétersbourg insolite. Suivez-nous, à bientôt. Bisous. Bonjour. Bonjour, oui, carrément. Oui. Faites pas les choses à moitié. Oui. Oui, bien Alors sûr. que, ce que m'envoyaient les autres, c'était d'un personnel. Voilà, c'était le programme classique pour tout le monde. Donc il veut rien changer, il veut rien refaire parce que c'est plus facile, bien sûr, en fait. Et voilà, ça c'est la même ligne violette, mais déjà une station qui date des années, je sais pas, 2017 peut-être. Donc, et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus moderne d'après le style, parce que voilà, on utilise déjà beaucoup de métal, de verre, etc. Donc, mais il y a toujours une idée de la décoration. C'est le canal artificiel qu'on a creusé pour le centre de la ville est là. Et donc en fait ici commence déjà à l'époque commençait déjà la partie industrielle de la ville. Donc et c'était le canal de la dérivation qu'on a creusé pour transporter tous les matériaux pour les usines, pour la construction de la ville, les pierres, le métal, le bois, etc. Donc maintenant bien sûr que cette partie de la ville est toujours le centre, mais il y a quand même les usines, il y a pas mal d'usines abandonnées, mais quand même. Donc et voilà, ça c'est un des plus anciens marchés de la ville. Malheureusement, déjà en fait, c'est le marché, il a besoin d'être restauré, d'être reconstruit, parce que vous allez comparer et vous allez voir la différence avec ce marché que vous avez déjà visité, qui a été restauré il n'y a pas longtemps, qui est tout petit. Oui, c'est vrai. Mais ça c'est un grand marché, mais qui a vraiment besoin d'être déjà restauré et reconstruit un peu, parce qu'il y a beaucoup d'endroits vides, parce que les gens ils louent leur place, donc il y a pas mal d'endroits vides parce que ça coûte cher. La location, mais voilà, en fait c'est déjà dans un mauvais état, un tout petit peu dans un mauvais état. Donc, et voilà, si vous voulez, vous pouvez goûter, si vous aimez le miel, en fait vous pouvez goûter du miel. Ça c'est chez nous, oui, au sud de la Russie on a beaucoup de soleil, donc ça va, mais sinon aux alentours de la ville, dans la région de Leningrad, on a très peu de soleil, on ne peut pas cultiver tous ces légumes, tous ces fruits. Oui. Donc oui, on a aussi, et ici il y a plusieurs parties, donc voilà, il y a les légumes, les fruits, il y a la viande, il y a le poisson, on verra, puis il y a voilà, ça c'est la partie russe, avec les poupées russes, etc. Et en plus, si vous voulez, par exemple, acheter les souvenirs, ça c'est l'endroit moins cher. En fait, ici, ça coûte. Les prix sont vraiment raisonnables par comparaison avec les boutiques des souvenirs au centre de la ville. C'est de bonne qualité. Ça, oui, bien sûr. C'est le monsieur en fait qui fait tout avec sa sœur. Ils ont un petit atelier. On va regarder pour Salomé, je pense pas. Oui, vous pouvez voir parce que vraiment, non, c'est pas fait en Chine. Donc, et voilà. Ils proposent seulement les poupées de bonne qualité et en plus c'est 2 fois moins cher qu'en ville, que dans les boutiques des souvenirs à Saint-Pétersbourg. Je sais pas, les pommes de terre, les carottes, les oignons, ça vient déjà de la région de Leningrad. Ça on n'importe pas, donc ça c'est vraiment, ça vient d'ici parce que. Mais même en Russie on a les régions. Vers le sud, c'est vers la ville de Sochi, Krasnodar, etc., où il fait très chaud. Et en été, il fait 40-50 degrés. Donc comme ça, on a quand même les légumes, les fruits russes aussi, pas seulement qui viennent de l'Europe. Et ça, c'est aussi la spécialité russe. Vous voyez les pâtes des crabes.
voilà, les crabes de Kamtchatka qui sont énormes, ils sont vraiment très très grands et donc on mange beaucoup de viande des crabes. Ça coûte cher bien sûr parce que c'est à 3000 km d'ici à peu près. Donc Kamtchatka, comme ça, oui, ça coûte cher. Mais c'est vrai que c'est la spécialité russe. Et le caviar, ça c'est notre spécialité, les fameux caviar rouge. Ça, ce sont les œufs de saumon qui coûtent moins cher, bien sûr. Et caviar rouge, on peut goûter dans les restaurants, dans les cafés, ou bien manger à la maison. On mange aussi du caviar rouge avec des crêpes, avec les blinés. Donc, oui. Donc, puis on mange les caviar noir. Ça, c'est déjà l'or, en fait, noir. Ça coûte vraiment cher. Et en plus, c'est aussi des spécialités, c'est les œufs des esturgeons. Oui. Donc, ça coûte cher. Voilà, une petite boîte à 100 grammes coûte 100 euros, 50 grammes, pardon, coûte 100 euros à peu près. Ну, они такие, как там в пергаменте, как лапша такая. Donc voilà, la différence c'est que les boîtes comme ça en fait, en verre, ça date du mois d'octobre, donc vous pouvez manger pendant jusqu'à 21 ans, donc encore un an à peu près, et ça c'est 2900. Et 1950, ça ce sont les boîtes comme ça en métal, mais il a dit qu'à l'intérieur c'est pas comme ça, c'est pas comme les pâtes, mais en petite, je sais pas, un peu haché, on peut dire. Oui, les miettes. Oui. Ok. Partie absolument différent. Et maintenant, on a même les visites de Saint-Pétersbourg, l'itinéraire des héros des livres de Dostoïevski. Oui, parce que c'est vrai qu'ils se promenaient toujours au centre de la ville, on visitait les cours-puits. Donc, c'est vraiment la ville, les quartiers très authentiques. Et donc, comme ça, en plus, il était un grand joueur aux cartes et souvent, il restait sans son argent, sans rien. Et donc, il n'avait pas même assez d'argent pour payer la location. Et comme ça, souvent, il changeait les logements, les appartements. Payer, c'est ça oui. D'accord. Donc, bien sûr, quand il s'est marié déjà, quand il y avait déjà des enfants, c'était plus compliqué, mais quand il était encore jeune et célibataire, donc c'était possible. Et ça, c'est son dernier appartement où il vivait déjà avec sa famille, avec ses enfants, et où il est mort. Donc, ça, c'est le balcon de son appartement. Et maintenant, on a fait le musée de Fyodor Dostoïevski. Pareil, c'est aussi un très joli musée avec quelques chambres, avec leur salle à manger, la chambre, le bureau où il travaillait, il y a la table, il y a quelques mêmes objets qui appartenaient à Dostoïevski, les cigarettes, je sais pas, quelques petites notes en fait faites par Dostoïevski. Donc c'est assez marrant parce que comme ça on rapproche bien de cette époque-là de Dostoïevski. Et dans cet appartement, il avait écrit son livre Les Frères Karamazov, donc avant sa mort. Ça c'est en fait ici, voilà, ça c'est l'avenue Vladimir. Et si on va comme ça jusqu'au bout et on tourne à droite et on va tout droit, donc ça sera la perspective Nevsky. Donc on n'est pas très loin de Nevsky, on n'est pas très loin du centre de la ville. Et voilà, on va voir un tout petit peu l'entrée dans cet immeuble. Donc on parle beaucoup des entrées d'appareils, etc. Donc et ça c'est la particularité de la ville. À l'époque des tsars, au moment donné, les gens, ils ont compris qu'il fallait investir dans le logement parce que c'était la capitale, c'était une ville assez belle qui attirait depuis toujours les gens. Et les gens qui venaient et ils ne pouvaient pas acheter les appartements, c'était les artistes, je sais pas, les écrivains, les peintres, les musiciens, etc. Et souvent, ils ne pouvaient pas acheter les appartements parce que ça coûtait cher. Ils pouvaient seulement louer les appartements. Et donc, comme ça, les gens riches, ils ont commencé à investir leur argent dans la construction de ces immeubles de rapport. En fait, on les appelait comme ça parce que c'était les immeubles pour la location. Donc, on construisait une maison, le propriétaire choisissait son style. Donc, la hauteur était bien limitée parce que après la construction du palais d'hiver, tous les immeubles au centre de la ville, ils auraient dû être de la même hauteur que le palais d'hiver parce que les gens ne devaient pas vivre plus haut que les tsars. Et oui, donc, je n'avais pas compris que c'était pour ça. Ah oui. Donc, mais ils choisissaient le style, ils choisissaient la décoration, et souvent les gens, donc plus ou moins riches, ils pouvaient louer soit toute une maison,
Soit ils pouvaient louer un étage, soit un appartement, ou bien même les gens moins riches, moins aisés, qui venaient, ils louaient justement un lit dans une chambre. Oui, oui. Donc, ça, c'était quand même très avantageux d'avoir une maison de rapport dans la capitale, parce que vraiment, ça a donné beaucoup d'argent en fait aux propriétaires. Et comme ça, petit à petit, tout le monde a commencé à construire ces maisons de rapport. Et au centre de la ville, on n'a que des maisons de rapport. Donc, et ça, c'est une des maisons de rapport qui appartenait à un homme russe. C'était Kanchin, c'était un fonctionnaire qui n'était pas trop riche. Il s'occupait des taxes sur l'alcool en fait. Donc c'était un petit fonctionnaire mais qui occupait une très bonne poste. Et c'est pourquoi, parce qu'avec l'alcool, en fait, en Russie, tout va bien toujours. Donc comme ça, il était assez... Il avait assez d'argent pour construire les maisons de rapport. Donc voilà, ça c'est une de ces maisons. Donc heureusement malheureusement maintenant il y a très peu de maisons de rapport avec la décoration d'origine bien conservée, parce que maintenant on n'a plus de propriétaires. Si à l'époque c'était des propriétaires des immeubles qui s'occupaient de tout ça, voilà, c'est ici. Oui, c'est un lieu qui existe aussi depuis longtemps, donc et oui, les Pétersbourgeois ils adorent cet endroit, donc c'est très authentique. Il y a toujours la queue. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme billet? Что мы советуем? Aha. Donc vous pouvez goûter, donc si vous aimez les beignets, ça ce sont les trucs ronds comme les donuts, oui, donc, voilà, oui. donuts, oui. Puis si vous voulez, vous pouvez goûter aussi les pirochki sucrés. Voilà, ça c'est sucré avec soit avec les fraises, soit avec des cranberries, soit avec des cerises aussi. Et par exemple quelque chose salé, donc il y en a avec du chou, avec des pommes de terre, avec ah oui, ça c'est poire, ça c'est aussi sucré. Oui, puis il y a voilà, avec des œufs, avec du riz et des œufs, avec du jambon et du fromage, avec la foie, je ne sais pas si vous mangez ou pas. Ça c'est comme un sandwich et ça c'est un saucisse, ça aussi, c'est bon. Vous allez voir aussi la différence entre la beauté des façades et la réalité un peu derrière toutes ces façades. Parce que voilà, ça c'est aussi, il y a une grande différence. Le problème c'est que c'est pareil, c'est la ville qui doit s'occuper de la restauration de toutes ces maisons. Parce que ce sont quand même les maisons qui se trouvent, voilà, ça c'est le portrait de Dostoïevski. Oui, cette année on avait le jubilaire de sa naissance, il y avait eu plusieurs événements en fait liés avec, dans ce musée, autour du musée, liés avec sa vie. Donc ici les peintres, je ne sais pas qui, ils ont fait de portraits de Dostoïevski. Donc, et normalement, voilà, c'est la ville qui doit s'occuper des travaux, mais les maisons, pareil, toutes les maisons, ils font la queue pour être restaurées. Ah oui. Comme ça, l'État voilà, doit financer tous ces travaux de restauration et parfois, ça prend aussi beaucoup de temps. Et voilà, ils attendent pendant... À l'époque, on construisait les maisons juste à côté, mais il y avait quand même d'espace, il y avait pas mal d'espace entre les immeubles. Mais à un moment donné, on a décidé que il fallait construire encore, il fallait rajouter les maisons parce qu'il y avait déjà trop de monde, en fait, qu'il y avait trop de clients, on peut dire. Et on a commencé à rajouter souvent, par exemple, s'il y avait une maison avec une cour intérieure assez grande, on mettait une petite maison à l'intérieur de la cour, au milieu, oui. Et oui, en plus, ça, ce sont les cours comme à Lyon. Comment ça s'appelle, les tramboules, oui, les troboules, en fait, ce sont les cours à Lyon quand vous pouvez entrer d'un côté de la rue, traverser toute la cour et ressortir de l'autre. Voilà, comme ça, on a fait la même chose. Donc, on est entré de l'autre côté. Ça, c'est la rue parallèle. Ça, c'est la rue de Marat.
Ici, on va s'éloigner un peu pour voir les façades de ce bâtiment. Voilà, ça c'est une ancienne maison de rapport. Maintenant, vous voyez la différence. Donc, quand les gens, souvent les gens riches rachètent les chambres, les appartements, ils paient, ils veulent pas atteindre la ville en fait, oui, l'État, et ils paient les travaux de restauration eux-mêmes. Mais malheureusement, souvent ça change. Vous voyez quand même, ils essaient de choisir les mêmes couleurs, mais avec plus ou moins de bonheur. Voilà, oui. Et ça, c'est une maison des rapports d'un homme russe. C'était Nikonov. C'était un architecte qui s'occupait, un architecte russe. Et à l'époque, les architectes, c'était les gens les plus riches. Et qui avaient beaucoup de maisons de rapport parce qu'ils faisaient les projets eux-mêmes en fait. Et Nikonov, il s'occupait de la construction des églises. On a beaucoup d'églises dans la ville, à Moscou pareil, donc construites par Nikonov. Et c'est pourquoi il avait construit ici sa maison de rapport pour la location. Et on verra cette influence de la construction des églises, parce que même dedans, dans la décoration de l'escalier d'apparat, etc., on voit les mêmes éléments que dans les églises, dans les cathédrales cantonales. Et cette décoration que vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle maïolique ou majolique. En fait, ça c'est la terre cuite et colorée. Donc ça c'est aussi la technique assez chère. En fait, c'est normalement on l'utilisait dedans, mais oui, surtout avec notre climat, c'est. Et voilà, ça c'est sa maison des rapports, donc où il habitait. En plus, cette maison, il date du début du XXe siècle, donc maintenant il a 120 ans à peu près. Donc ça date de 1900 à peu près. Et les portes que vous voyez, ça c'est bien sûr les portes modernes. Et les portes que vous voyez, ça ce sont les portes d'origine. Ah oui, d'accord. Ils ont aussi plus de 100 ans en fait, 120 ans aussi. Et voilà, ça c'est l'entrée d'apparat dans son appartement. Malheureusement, ici, la couleur a été changée, parce qu'on voit bien que ça a été restauré il n'y a pas longtemps. Et ils n'ont pas choisi malheureusement les couleurs initiales. Donc ils ont choisi, c'était bleu bien sûr, hein, parce que comme j'ai déjà dit, ils s'occupaient de la construction des églises. Et je sais pas, mais la couleur principale des églises, les églises russes en fait étaient bleues, parce que bleu c'était la couleur du ciel, de la pureté. Et lui, il a choisi aussi bleu, mais c'était plus bleu du ciel en fait, c'était plus clair. Et maintenant, voilà, on a choisi une autre nuance de bleu, déjà pendant les travaux de restauration. Et on voit ici, voilà les problèmes, ce qu'on est sur les marais, parce que les terres ne sont pas très stables. Donc, le sol se soulève. Oui, souvent, oui. Ouais. Oui, et à l'époque, ici, il y avait une très jolie cheminée, qui a été détruite et enlevée. Donc ici sur l'ascenseur, on voit encore la décoration initiale. Bien sûr que l'ascenseur maintenant c'est l'ascenseur je sais pas, moderne en fait, il n'y a rien à voir. Mais sinon à l'époque il était beaucoup plus grand, il était très large. Dedans il y avait des canapés, des petits dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, oui, pour s'asseoir, parce que quand même ici habitaient les gens riches. Et en plus il n'y avait pas de bouton comme ça pour appuyer, il fallait crier. Il y avait un homme, un monsieur, oui, qui s'occupait de la transportation des gens, et donc il descendait, il appuyait sur le bouton dedans pour descendre, pour récupérer les gens. Il pouvait s'asseoir dans l'ascenseur et puis monter à l'étage. Et bien sûr que les ascenseurs, ils ont apparu dans les maisons les plus riches, les plus où habitaient les gens vraiment riches, parce que ça coûtait cher. Quand les gens payaient les charges, les maisons où il y avait des ascenseurs, ça doublait en fait presque. Et même les gens qui habitaient au rez-de-chaussée et qui n'utilisaient jamais l'ascenseur, ils étaient obligés aussi de payer. Donc et bien sûr qu'ils n'étaient pas très contents. Ah oui, il y a un groupe de Russes aussi. Oui, c'est ça, c'est la maison qu'on visite beaucoup. Parce qu'il y a ici, c'est aussi un bon exemple, parce que ici, il y a, même sur les fenêtres, vous voyez les vitraux.
Ça date de l'époque, en fait, de Nikonov. Et ici, il y a des fleurs. À l'époque, toutes les fenêtres elles étaient recouvertes de ces fleurs. Donc, ça, c'est un peu bizarre parce qu'on se pose des questions pourquoi les riches, en fait, ils fermaient les fenêtres, il y avait très peu de lumière, etc. Mais parce qu'il aurait voulu être un peu à part et ne pas voir, et de ne pas voir toute cette misère qui se passait en fait dans la cour. Et en plus, les pauvres aussi, ils ne devaient pas voir comment vivaient les riches. Et oui, en fait. Ici, il y a 4 étages ou 5 étages, et donc il y a toutes les fenêtres sont recouvertes. À l'époque, ils étaient recouverts des vitraux. Et le sujet, ce sont les fleurs. Ici, ils poussent et vers le dernier étage, ils commencent à fleurir, ils s'ouvrent. Donc ici, on voit le début et puis à la fin, donc ça s'ouvre petit à petit et il commence à fleurir. Donc ici, on voit les 2 portes. Donc vous voyez qu'ils se diffèrent beaucoup. Vous voyez, ça c'est une porte d'un hôtel. Il y avait un homme, maintenant les hommes riches, les hommes d'affaires, ils rachètent toutes les chambres. Ils essaient parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas déménager, qui ne veulent pas vendre leur chambre, comme ça ils ne peuvent pas acheter tout un appartement. Ils doivent atteindre soit leur mort, soit leur accord. Donc, et souvent, vraiment, il y a une vieille dame en fait qui ne veut pas du tout vendre sa chambre, donc quitter son quartier et ils ne peuvent rien faire. En fait. Mais sinon, si tout le monde est d'accord, en fait, ils payent en plus les gens avec de l'argent qu'ils ont reçu pour une chambre, peuvent acheter un appartement, mais bien éloigné en fait du centre de la ville. Mais c'est vrai que ça coûte cher parce que c'est bien situé, les chambres sont très grandes, ça se trouve dans le centre historique, donc comme ça ils peuvent vraiment bien vendre leur chambre. Et maintenant les hommes d'affaires, les gens riches, ils achètent toutes ces chambres, ils font les appart-hôtels. Voilà, maintenant, à droite, c'est appart-hôtel Nikonov. Donc, et à gauche, c'est encore un appartement communautaire. Et il y a combien? Il y a 8 chambres. Et pour chaque chambre, il y a sa sonnette. Donc, et en plus, à l'époque, il y avait par exemple, si vous habitiez dans une chambre numéro par exemple 7, et les invités, si vous avez des invités qui viennent chez vous, donc ils devaient savoir combien de fois il fallait appuyer sur un bouton pour la chambre numéro 7, par exemple 3 fois. Et donc comme ça, tous les voisins comprenaient que ça, c'était pas chez eux en fait. Oui, ça c'est chez leurs voisins. Et donc, comme ça, il fallait savoir vraiment le nombre des appuis qu'il fallait faire pour téléphoner, pour appuyer dans telle ou telle chambre. Et voilà, on va monter. Mais vous voyez la différence, bien sûr que cette porte est dans un mauvais état, tandis que ça a été bien restauré par déjà les propriétaires de l'hôtel. Et on voit déjà comment les fleurs s'ouvrent petit à petit. Sur les fenêtres. Et ici, on voit aussi ça, c'est de 2 côtés, il y a des appartements communautaires. Vous voyez le numéro, en fait ça c'est une plaque de l'époque, numéro 4. Ici vous voyez il y avait encore une plaque, c'était avec le nom de Nikonov parce que c'était son appartement. Donc l'architecte et le propriétaire vivaient ici dans cet appartement. Et c'était à l'époque soviétique quand on a changé le numéro, l'appartement est devenu 23. Mais à l'époque c'était numéro 4. Et ici il y avait des petites sonnettes. Quand c'était encore à l'époque impériale, avant l'apparition de tous ces appartements communautaires. Donc il fallait tourner, l'électricité n'existait pas encore, donc il fallait tourner ce petit truc, et là-bas il y avait une cloche dans l'appartement qui commençait à sonner. D'accord. Donc voilà, comme ça ils comprenaient qu'il y a quelqu'un qui est venu en fait. Et d'ici on verra encore... Voilà, déjà les fleurs ouvertes, vous voyez? Ah oui. Ouais.
Et ça, c'est aussi assez rare quand on voit quelques éléments d'origine dans les... Ça existe encore, mais malheureusement, avec le changement déjà de la génération, avec le changement des propriétaires, ça peut vraiment... Préserve pas. Oui. Oui, malheureusement. Oui. Mais pour l'instant, il y a quand même des gens qui s'occupent de la préservation de tous ces éléments d'origine, parce que voilà, c'est... À l'époque, chaque maison il avait sa particularité dans le décor, etc. Maintenant, il y en a pas mal, en fait. C'est pour ça que les Russes, ils adorent, en fait. C'est notre histoire. Et les Russes aiment beaucoup visiter tous ces entrées d'apparat, tous ces... Puis, ils viennent vraiment, les moscovites, ils viennent ici, parce qu'à Moscou, il n'y en a pas beaucoup. À Moscou, il y a beaucoup de maisons qui ont été reconstruites à l'époque soviétique, les Orient, et donc ils viennent ici souvent pour visiter et voir comment c'était à l'époque, parce que la ville impériale, comme la capitale impériale était là. Donc, comme ça, on a toutes ces richesses, même dans les, je sais pas, dans les maisons comme ça, pas dans les appartements, mais même dans la partie commune. Ouais. Ouais. Et puis voilà, maintenant l'ascenseur elle a été remplacé par un ascenseur moderne. Oui. Et en plus, il y avait aussi toujours des problèmes avec les voisins à l'époque soviétique, parce que souvent, vous savez que tout coûtait cher. En plus, il y avait rien dans les magasins étaient vides. Et souvent, on pouvait, par exemple, les femmes préparer, par exemple, une grande casserole de soupe pour toute la famille pour une semaine, par exemple. Et les voisines, ils pouvaient cracher dans la soupe ou bien rajouter de l'essence, voilà, justement, voilà, pour, je sais pas, pour faire la vie un peu plus compliquée. Et voilà, on va descendre. Et on va voir, vous allez voir le contraste qui est assez fort entre les façades restaurées et entre les intérieurs. Mais maintenant, ils organisent, premièrement, c'est une cathédrale, une église ouverte au culte, il y a des offices ici. Et deuxièmement, ici ils organisent les concerts, les expositions. C'est vraiment une église qui a une vie très active. Et donc ça, c'est aussi pour gagner un peu plus d'argent pour restaurer les intérieurs ici. Et qui est parfait en fait. Donc il y a vachement de charme, vachement de cachet. Ouais. Et voilà, il y a des gens qui viennent ici pour faire, je sais pas, des photos avec des décorations comme ça. Ici, on organise souvent les concerts, je sais pas, les expositions. Chaque année, au mois de mai, on a la nuit des musées, donc ça se visite. Et ça, ici, on organise ici quelques... Alors ici, un peu... Et voilà, donc ici il y a une seule salle qui a été bien restaurée. Voilà, ça c'est cette salle, c'est une petite chapelle où il y a des offices tous les jours. Donc, comme ça, oui. Ça et vous voyez les vitraux sur les fenêtres. En fait, ça c'était le projet de la restauration d'une jeune fille qui fait ses études dans l'école de Beaux-Arts. Et là-bas, il y a aussi une toile qui représente déjà son projet de la restauration des vitraux de cette église. Ouais. Et puis voilà, ici, vous voyez, il y a de l'eau, il y a du thé, des petits verres comme ça pour les donations, de l'eau chaude. En fait, vous pouvez faire du café, du thé, donc boire du thé, du café. Oui. Ouais. Pas visiteur de cette église. Voilà, il venait prier parce que c'est quand même une église luthérienne, protestante. Et ici, on a aussi un plan de la ville avec les dates. Ça, ce sont toutes ces églises luthériennes. Vous savez combien il y en avait qui ont été détruites à l'époque soviétique. Oui, la religion était interdite. Donc, même avant la Seconde Guerre mondiale. Donc comme ça, parce que vraiment, on n'a détruit pas seulement les églises luthériennes, mais aussi pas mal d'églises orthodoxes. Oui, tous les cultes. Ouais. Et voilà, ici, comme ça, pendant la guerre, les gens pouvaient se cacher. En fait, c'était les vrais bunkers, en fait, où les gens pouvaient s'abriter un peu pendant les bombardements. Il y avait des sirènes spéciales, en fait, qui disaient que, voilà, il fallait... Comme en France. Oui, voilà. Il fallait s'abriter.
endroit assez connu, parce qu'il n'y a pas longtemps, même les habitants de la ville ne connaissaient pas du tout cette église. Parce que vous avez vu à l'extérieur, c'est absolument ordinaire. Donc, si on ne sait pas, en fait... et on a... Ah oui, et Elena, voilà, où nous avons mangé hier, elle ne connaît pas cet endroit. Donc, on a... Tandis qu'elle elle habite ici depuis toute sa vie, mais elle ne connaissait pas cet endroit. On lui a montré, donc il a décidé de venir et voir cette église, parce que voilà, il ne connaissait pas. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'habitants de la ville qui ne connaissaient pas du tout cette église, donc ils voyaient les façades. Et en plus, c'est pas très attirant. Voilà, c'est pas très attirant. Vous voyez les façades, il y en a partout dans la ville. C'est dans la cour, et on n'imagine même pas qu'il y a les intérieurs comme ça. Oui. Voilà, ici par exemple, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle food court. Ici il y a plusieurs petits kiosques comme ça qui proposent quelque chose, et on voit bien que ça c'était vraiment une usine, une ancienne usine, vous voyez même d'après les murs, etc. On voit bien. En plus en été, on monte, en fait on va sortir sur les toits, et en été sur les toits il y a toujours des concerts, quelques festivals, de la musique, etc. Et comme ça les gens s'installent sur le toit pour écouter de la musique, pour danser, je sais pas, pour boire un peu. Et en général, les jeunes, ils adorent cet endroit. Il y en a toujours, même si on y va le matin ou bien le soir, c'est plein. Mais même le matin, même dans la semaine, aujourd'hui c'est jeudi, il y a toujours des jeunes. Tampons. Et en général, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez visiter, parce qu'il y a aussi une petite exposition. Il y en avait en tout cas, je ne sais pas s'il y a encore, on va monter, on va voir l'exposition de Klant. Donc, comme ça, avec ces tampons, vous pouvez visiter tout ce que vous voulez, en fait, sans rien payer, parce que ça, c'est déjà une fois payé. Et voilà, ça, c'est le parc avec... les balançoires. Oui, les balançoires pour les enfants, oui. Combien de temps que c'est ouvert ça? Les lofts en général, en fait, ils changent les expositions de temps en temps, mais souvent le parc est fermé ici parce qu'ils organisent ici quelques expositions. Il n'y a pas longtemps, il y avait une exposition des chiens, donc c'était fermé. Mais sinon, en général, le loft existe étage jusqu'au problème. Puis je pense que ça fait 7 ans peut-être que ça existe, un tout petit peu. Et en été, vous voyez, c'est la Seine, surtout, voilà, c'est la Seine. Ici, on peut s'installer. Et quand il y a des concerts, donc, voilà, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent écouter de la musique, danser. En plus, d'ici s'ouvre une très jolie vue sur la ville. On va à cette cathédrale Saint-Vladimir, que nous avons vue près de marché. Donc, on voit, ça c'est la coupole de l'église de la Transfiguration du Christ. Oui, ça c'est un peu à l'extérieur. Ça, on n'a pas vu. Donc, mais sinon, on peut voir la flèche de la cathédrale Saint-Isaac. On voit la coupole de l'église Sainte-Trinité, c'est la coupole bleue avec les étoiles dorées. Entre les immeubles, on voit d'ici aussi la cathédrale Saint-Sauveur du Saint-Versé qui est fermée pour les travaux de restauration. La cathédrale Saint-Isaac, on voit vraiment tous les coupoles parce qu'à l'époque, comme j'ai déjà dit, on avait la hauteur des bâtiments bien limitée, mais c'était seulement, cette loi en fait concernait seulement les immeubles d'habitation. Mais les églises, les cathédrales, ils étaient toujours très hautes pour être plus proches, près du ciel. Donc comme ça, ça c'est bien pour ces visites des toits, parce que dès qu'on monte sur un toit, voilà, c'est à Saint-Isaac, on voit vraiment toutes les coupoles des églises et des cathédrales. Mais sinon, en fait, en été, souvent, en hiver, c'est assez rare, mais en été, on a des visites des toits, parce que ça, il y a des gens qui, même pas, vous voyez cette rue,
avec qu'on a vu au début, à l'entrée, oui, les conteneurs. Donc il y a des gens qui n'aiment pas visiter les toits comme ça, qui sont bien sécurisés, que tout le monde connaisse. Il y a des gens qui aiment visiter les toits vraiment, les vrais toits, en fait, des immeubles où c'est interdit, où c'est compliqué à montrer, etc. Et il y a des gens qui proposent ces visites, qui trouvent les clés, qui trouvent les sorties en fait, et comme ça ils sortent vraiment sur, voilà, vous voyez, il y a les sorties comme ça sur chaque toit. Donc ils montent jusqu'au bout et sortent vraiment sur le toit, ils font les visites des vrais toits, des maisons au centre, surtout au centre. Ici c'est pas le cas, mais vers le centre, sur, je sais pas, au bord de la Fontanka, de la Moïka, il y a beaucoup de maisons où on peut visiter les toits. Et déjà d'ici, vous voyez bien la construction, on voit bien l'idée de la construction de la ville, on voit bien vraiment que la hauteur des bâtiments est bien limitée. On voit que tous les bâtiments sont plus ou moins de la même hauteur, c'est 23 mètres et demi, à peu près comme ça. Et en plus, quand on regarde sur les avenues, vous voyez que les avenues, les rues sont toujours très larges et très droites. Ça, c'était la particularité de la ville, parce que quand Pierre le Grand avait visité plusieurs villes en Europe, il avait noté cet inconvénient que les rues étaient très étroites, et surtout en Europe, les villes quand même datées du Moyen-Âge, en fait, c'était les rues très étroites, il y avait des maisons partout, c'était pas dans une même ligne, donc c'était pas très facile pour la circulation, etc. Bonjour mes chers amis, vous avez vu une visite insolite de Saint-Pétersbourg. C'était une visite guidée avec une guide privée. Si vous voulez voir une vie réelle des Pétersbourgeois, si vous voulez découvrir les cours intérieurs des maisons qui se trouvent derrière les belles façades qu'on voit partout dans notre ville magnifique, je vous invite à me contacter et à commander la visite insolite de Saint-Pétersbourg en compagnie des guides très professionnels qui connaissent par cœur tous les lieux insolites et qui vont vous découvrir tous ces lieux. Vous serez vraiment impressionné par la différence entre les belles façades et la vie réelle des Pétersbourgeois. Merci de consulter mon site aida.guide. Merci de me contacter sur mon site et de m'abonner sur Instagram et YouTube. Bisous, bon voyage.